Juste ensuite, Daniel Dagenet, qui est aussi un des organisateurs du colloque, professeur titulaire au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Il fait partie du collectif Société et de son ancêtre, le groupe interuniversitaire d'études de la postmodernité qui regroupait les collaborateurs de Michel Freytag depuis ses débuts. Donc, il connaît très bien l'œuvre de Freytag et Michel Freytag lui-même. Dans ses publications, La fin de la famille moderne, qui a gagné le prix Jean-Charles Falardeau. Il a aussi dirigé un ouvrage collectif sur Hannah Arendt et également un numéro de recherche sociographique sur la question du suicide. Il prépare aussi une traduction des textes de Freytag en anglais. Merci beaucoup, Éric. Bon après-midi à tous. Merci d'être ici. C'est un plaisir de s'adresser à une salle si éclairée. Mon propos aujourd'hui, j'ai le sentiment de... Bien sûr, je vais faire comme tout le monde, je vais me donner mon Freytag. La manière dont je comprends qu'il pose la question de la liberté. Donc, ça va m'amener à résumer sa manière à ma façon dans les 10-15 premières minutes du texte. Mais je veux transposer ces réflexions sur un terrain pratique. Ce terrain pratique-là, c'est celui du, je dis terrain pratique, pas au sens du pragmatisme, au sens de la raison pratique, sur le terrain pratique d'une question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est à savoir l'extension à donner aux technologies de la procréation. Ce que les Français appellent la PMA, la procréation médicalement assistée. Donc, je vais vous proposer une manière d'aborder cette question. Ma proposition a la prétention de traduire l'attitude de Freytag dans L'abîme de la liberté. Et ma présentation succincte de la manière dont Freytag pose la question de la liberté. Bien sûr, je vais être obligé de faire le pédagogue, si je peux m'exprimer ainsi, pour vous expliquer ma façon de le comprendre, mais ça va m'amener à passer par les méandres, les étapes de son traitement de la question de la liberté, mais c'est la chute finale qui m'intéresse. Au fond, ce que je veux faire ressortir, c'est le contraire d'une philosophie de l'histoire. C'est le contraire de la théologie, d'une téléologie. C'est à quel point la réflexion de Freytag sur la liberté est informée par le présent. C'est discutable, tout ça. C'est discutable à quel point il y a raison de considérer que le présent exige qu'on reconsidère cette question-là. On pourrait s'obstiner là-dessus. Mais dans ma présentation, l'emphase est mise là-dessus. Le présent de cette réflexion-là. C'est une attitude à l'égard du présent. Puis c'est l'exigence de la pensée qui s'est donnée à lui-même d'abord, c'est une exigence d'affronter le présent. Donc c'est pour ça qu'hier j'ai dit la chouette de Minerve, Georges. À mon avis, c'est de là que ça part, Freytag. Puis les 7 dernières pages de la première version de Dialectique et Société, c'est ces 7 pages-là que Freytag va étirer cette compréhension-là. L'ouvrage Dialectique et Société, il est extrêmement marqué par son époque, les débats épistémologiques, les débats avec Althusser et compagnie, mais au fond, c'est second. Ça serait vain de se demander qu'est-ce qu'aurait été le Dialectique et Société si Dialectique et Société s'était pas bâti autour d'une réinterprétation du rapport d'objet, une critique du rapport d'objectivation scientifique. Mais le point de départ de Freytag, c'est la fragilité ontologique de l'ordre symbolique. C'est ça son point de départ. Puis c'est ce qui commande la relecture de l'histoire qui est à l'œuvre dans L'abîme de la liberté. Donc, j'en ai assez dit pour mon propos d'introduction. Je vais être assez collé au texte, à tout le moins pour la première partie. Je commencerai donc par résumer succinctement la manière dont Freytag pose, à mon avis, la question de la liberté. En liant toujours une liberté ou une autonomie ou une expressivité. J'utilise d'une manière analogique ces expressions-là. Liberté, autonomie, expressivité. En liant toujours cette liberté à la condition dans laquelle elle apparaît. Je caractérise cette manière dans l'énoncé suivant. C'est mon énoncé, non pas une citation de lui. Toute liberté, toute autonomie, toute expressivité est la manifestation. C'est une manifestation d'une forme d'être concrète, plus large qu'elle. Mais cette liberté
est pourtant le mode d'expression et de développement de ce mode d'être concret. Commençons par expliciter le sens de cet énoncé. Il y a d'abord dans cette manière de poser le problème un traitement analogique de toutes les formes de liberté, chacune se situant entre deux extrêmes. D'une part, l'autonomie, la faculté de mouvement, et donc la possibilité concomitante d'agrandir le champ d'expérience. Essayez de penser la liberté sans ça, vous allez perdre votre temps. Autonomie qui s'enracine dans le monde animal et qui nous en rapproche, et d'autre part, à l'autre extrême, l'extraordinaire liberté de l'esprit, qui nous est donnée précisément parce que notre véritable entrée dans l'humanité, c'est une entrée dans le symbolique. De telle sorte qu'il m'est possible d'imaginer ce que serait le monde sans moi, ou ce que je serais vraiment si j'étais né en Afrique ou au XVIIe siècle. C'est une extraordinaire ouverture, non pas ici la liberté de penser, la liberté politique de penser, mais la liberté de la pensée, ou de l'imaginaire. La liberté des sauvages que les Français ont en goûté, la liberté des Grecs, ce « nous sommes libres », et non pas le « je suis libre » moderne. Le libre arbitre, la liberté de penser, la liberté d'expression, etc., sont toutes des formes de cette expressivité, de cette liberté-là, situées entre ces deux extrêmes. Donc, première remarque. Deuxième remarque, toute liberté, toute expressivité, toute autonomie manifeste une condition générale qui est plus large qu'elle, c'est assez banal ce que je dis là, ainsi du fait même qu'elle soit située, géographiquement, historiquement, la liberté signale son appartenance à un moment, à une époque, à des conditions, à des circonstances, ce qui déjà lui assigne des limites. Il serait vain, par exemple, de songer à appliquer la liberté des modernes aux sociétés tribales. De la même manière, nous ne saurions que faire aujourd'hui de la liberté si exigeante des Grecs, et aucun nous ne voudrait être des 501 qui ont jugé Socrate. Troisième sens de cet énoncé-là, troisième étape du raisonnement, mais Freytag va plus loin. Cette autonomie, cette expressivité, cette liberté est la forme dans laquelle se déploie et s'agrandit une forme d'existence toujours déjà donnée, toujours concrète. Il faut s'attarder à cette idée qui est la plus originale. Elle comporte de multiples implications. Premièrement, cette manière de poser les choses met d'abord en rapport un mode d'être toujours particulier et son incarnation toujours individuelle. Freytag, ce n'est pas le sociologue de la totalité, c'est le sociologue de la pratique. C'est son entrée spécifique. Donc, un rapport entre un mode d'être et son incarnation toujours individuelle. Chaque genre animal particulier existe par et dans l'individu, et non pas dans son genre abstraitement. Mais c'est effectivement ce genre, en tant que mode d'existence, Mais c'est effectivement ce genre, en tant que son mode d'existence incarné, qui donne à chaque individu son autonomie, sa liberté. C'est si vrai qu'en captivité, c'est-à-dire placé dans l'impossibilité de vivre son genre, cet individu peut perdre son genre. Les animaux perdent l'instinct reproductif en captivité, même s'ils sont équipés génétiquement pour l'être. C'est la vie du genre en eux, incarné, qui est le genre. Chez les humains, c'est via l'intériorisation normative d'un mode d'être particulier par des individus que ce mode d'être se poursuit à travers eux et s'agrandit. Il n'y a pas d'autre façon d'être. Il n'y a pas d'autre façon de se constituer pour être. Le mode d'actualisation du langage comme réceptacle du symbolique est la meilleure illustration. Le langage n'est pas d'abord une faculté, Freytag n'a de cesse de le répéter, mais le support d'un rapport symbolique au monde. Ce langage est toujours une langue particulière et non le langage en général, et c'est dans son activation toujours singulière, toujours individuelle, qu'il se réalise et s'agrandit. J'insiste, vous l'aurez compris, sur l'incarnation ici, l'incarnation individualisée du genre, de la culture, de la société, etc. Mais il y a un second développement à cette idée qui nous conduira au point de chute du raisonnement, en replaçant ici la liberté, l'expressivité, l'autonomie dans leurs conditions d'émergence. Et en situant ici les modes d'être concrets dans leurs incarnations individualisées,
Freytag se trouve à les situer dans leur procès réel de développement, où toujours c'est un mode d'être dynamique qui accouche d'une nouvelle virtualité de lui-même, de nouvelles formes de la liberté, de nouvelles possibilités portées par cette subjectivité, par cette expressivité, par cette liberté. On voit à quel point ici la liberté appartient à l'être, au sens le plus général qui soit. Et voici le terme du raisonnement. En posant ainsi la question de la liberté, Freytag se trouve d'une part à lier les unes aux autres les formes historiques d'expressivité dans leur continuité évolutive, chacune se constituant sur et à partir de l'autre, et d'autre part, et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent pour finir, à situer la transcendance, ou disons le fil conducteur de l'histoire humaine, ou disons encore la continuité de ce qu'il y a d'humain dans l'humain, dans la fragilité de la contingence du développement naturel, social et historique. Je cite une formule qui servira de récapitulation. C'est une citation de Freytag maintenant. C'est en cette continuité ininterrompue de l'activité subjective. Continuité ininterrompue de l'activité subjective. Et dans l'enracinement de tout acte singulier dans une forme d'agir déjà élaborée et en voie permanente d'élaboration, que consiste précisément le fondement de toute transcendantalité. Je répète, c'est difficile de s'accrocher une citation là, quand ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Donc, je répète. C'est en cette continuité ininterrompue de l'activité subjective et dans l'enracinement de tout acte singulier dans une forme d'agir déjà élaborée et en voie permanente d'élaboration que consiste précisément le fondement de toute transcendantalité. Au niveau le plus général, en liant la succession des formes historiques de la liberté à une, je cite encore, continuité ininterrompue de l'activité subjective et à l'enracinement de tout acte singulier dans une forme d'agir déjà élaborée et en voie permanente d'élaboration, Freytag se trouve à inscrire la transcendance dans le développement réel et incertain de l'histoire, et d'autre part, à marquer celle-ci d'une fragilité ontologique consubstantielle. On peut exprimer la même idée par son envers. Il n'y a plus d'absolu chez Freytag, ni de Dieu, ni du sujet, ni de la subjectivité, ni de l'être de parole, etc. L'absolu est immanent à un développement fragile, incertain, dont on ne sait pas s'il va se planter ou continuer. Mais alors, me direz-vous, ça fait combien de temps que je parle, là? 12 minutes. OK. Mais alors, me direz-vous, à quoi rime cette victoire théorique sur l'absolu? Quel est le ressort pratique de cette pensée? Je voudrais suggérer que cette manière de poser le problème de la liberté s'offre comme l'expression achevée de cette conscience de soi postmoderne, de la société moderne, ou de la subjectivité moderne, qui, après avoir refondé le monde sur la liberté, a rencontré les limites effectives de cette expérience. Il faut dire pour commencer que si outrée qu'elle soit, la dialectique freytagienne culmine dans une attitude toute faite d'humilité intellectuelle. Et je dois dire que l'abîme de la liberté a plus que tout autre écrit de Freytag cette ouverture, cette incertitude, cette vulnérabilité, tout accolé pourtant, ma foi, à un projet grandiose de bilan civilisationnel. C'est peu dire qu'elle ne culmine dans aucune vérité positive ou positiviste. Si Freytag, effectivement, s'appuie sur une vision synthétique de l'humain, il n'offre aucune synthèse de la philosophie, aucune synthèse de la sociologie et de la philosophie. Un dépassement hegelien dans une superbe synthèse. J'énonce deux caractéristiques de la forme de sa réflexion. Il n'y a pas ici de culmination de la pensée dans un absolu, pas de culmination dans une apothéose de la pensée, plutôt la nécessité d'un retour sur soi, d'un retour sur soi de la pensée fondé sur une reconnaissance des limites qu'elle a atteintes. Deuxièmement, cette réflexion se présente comme explicitement normative,
ou idéologique, et en cela opposée à d'autres réflexions qu'elle ne prétend pas intégrer ou dépasser en une synthèse. Réflexion qui procède d'un déni de la normativité ou d'une prétention à se situer au-delà. Le monde moderne a cru profondément que la liberté allait nous permettre d'accoucher véritablement et une fois pour toutes de notre pleine humanité, sans que plus rien ne la bornât. L'homme des Lumières et l'esprit hegelien furent la consécration apothéotique de cet espoir final ou terminal. Nous savons maintenant que cet espoir était un peu court et cette espérance a fait long feu. La réflexion de Freytag arrive après coup, après l'expérience moderne, qu'elle assume entièrement par cela même qu'elle en reconnaît les limites. Elle s'offre comme la forme achevée de cette conscience postmoderne des limites de la modernité. Mais me direz-vous, qu'est-ce qui permet à Freytag de dire qu'on en est là? Qu'est-ce qui lui permet de soutenir que nous avons rencontré l'abîme de la liberté? Il n'y a qu'une réponse à cela, elle est sociologique. Elle s'offre comme un jugement des limites de la modernité. Nous avons inventé une économie qui se fout des sociétés. Nous avons inventé un mode de vie qui menace notre habitat. Nos révoltes nous ont conduits à inventer l'anti-humanisme et nos théories maintenant revendiquent ce label. Nous nous proposons sous peu de produire l'humain, le post-humain, peu importe si ce fantasme implique de le manufacturer ou bien de le vendre, et ainsi de suite. En substance, nous sommes aujourd'hui en mesure de déterminer que nous sommes allés trop loin et que ce n'est pas de plus de liberté et pas davantage d'émancipation dont notre monde occidental, en tout cas, a besoin, mais de plus de protection et de davantage de soucis. Voilà pour la manière dont je pose la question de la liberté chez Freytag. Vous avez compris mon emphase. L'exposé était orienté vers la mise en lumière de ce qui, aujourd'hui, justifie ce retour sur la phénoménologie de la liberté. C'est dans cette perspective que je voudrais aborder une question pratique, au sens de la raison pratique qui se pose à nous aujourd'hui, en y transposant les réflexions de Freytag. J'ai en tête ici la question de l'extension à donner aux technologies de la procréation. Et voici en substance comment j'entends poser le problème. Nous sommes sur le point d'accoucher, c'est le cas de le dire, du droit individuel d'avoir un enfant. Que ce soit par marchandisation, c'est-à-dire en légalisant ou en légitimant le phénomène des mères porteuses, ou alors en faisant un service de l'État qui délivrerait technologiquement aux individus qui en feront la demande la possibilité d'avoir un enfant. Vous aurez compris que c'est dans cette perspective individualiste que je propose d'appréhender et de juger la revendication du droit à l'enfant qui gît derrière l'ouverture possible de la PMA, procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, ou la légalisation du phénomène des mères porteuses. Parlons de la légitimité générale de cette revendication, ce que c'est qu'un droit. Lorsque nous défendons le droit à l'éducation, ou le droit de vote, nous affirmons que nulle personne, quelle que soit sa condition concrète, ne devrait être privée d'un droit défini comme abstrait ou universel, parce qu'il appartient à sa qualité générale d'être humain. Avoir des enfants n'est pas un droit universel. Cela n'appartient pas à la qualité abstraite d'être humain en général. Avoir des enfants est attaché à une condition concrète intérieure à notre humanité, à savoir la division sexuée de l'espèce humaine. Historiquement, d'ailleurs, avoir des enfants n'a jamais été un droit, c'était plutôt un devoir imposé de différentes manières selon les époques. Ma mère est allée à Confesse parce qu'elle empêchait la famille, comme on disait à l'époque, jusqu'en 1968. La revendication du droit, jusqu'à temps que le père Yvon au patrouille dise « Madame Dagenet, c'est des niaiseries, ces affaires-là. Allez communier si vous le voulez. » Donc, il a pris sur lui son péché, si on peut dire. La revendication du droit à l'enfant revient à exiger de la société qu'elle produise artificiellement la condition concrète dans laquelle il est possible d'avoir des enfants et fasse de l'accès à cette production d'une condition concrète un droit dont le dépositaire sera l'individu, quel que soit son sexe, quelle que soit sa situation conjugale, quelle que soit son orientation sexuelle.
Cette revendication implique la dissolution d'un rapport social entre les sexes pour en faire une réalité parfaitement individualisée, disponible comme marchandise ou productible technologiquement comme service d'État en tant que réalisation d'un droit. Car nous aurons beau amorcer la réalisation de la reconnaissance de ce droit en pratiquant l'insémination artificielle des lesbiennes en couple, il ne faudra pas 5 ans pour que les femmes célibataires, lesbiennes ou pas, voire asexuelles, nous mettent en face du traitement inégal dont elles sont victimes, et pas beaucoup plus pour que les hommes, homo-hétéros, c'est sans importance, exigent d'être traités à égalité avec les femmes. Finalement, en déplaçant la naissance du cadre social concret où seule elle peut advenir sans artifice vers un droit individuel délivré comme marchandise ou technologiquement, nous établirions du même coup le nouveau cadre général, formel, légal, légitime, où toutes les manières de faire des enfants seraient appelées et s'engouffrer pour y apparaître comme des cas particuliers de ce droit général. Il me reste combien de temps, là? Ça fait 20 minutes que tu parles, donc 10 minutes. Parfait. Voilà ce qui en est de la signification tout à fait générale, à mon avis, de l'extension de la PMA aux individus. Bien entendu, cette revendication ne surgit pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle est située en droite ligne dans la poursuite d'un processus d'individualisation. Pardon. Donc, cette revendication-là ne surgit pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle est située en droite ligne dans le processus d'individualisation qui a façonné et construit la famille moderne. Façonné et construit. Construit et déconstruit. Bon, j'ai écrit en français, vous le savez, La fin de la famille moderne. Le livre était traduit en anglais comme The Unmaking of the Modern Family. Shorter, il a écrit un livre qui s'appelle The Making of the Modern Family. La traduction anglaise, c'est The Unmaking of, parce que The Making of and The Unmaking of, c'est la poursuite d'une même logique individualisatrice qui, au bout du compte, montre ses limites. C'est dans cet arrière-plan que je situe la revendication du droit à l'enfant. Donc, je dois dire un mot sur la logique individualiste que fait et refait la famille. Vous voyez, on parle aujourd'hui de défaire le genre, mais défaire le genre, c'est une proposition qui prend place après que le monde ait modernisé les genres. Quelle a été cette modernisation des genres? Dans les sociétés traditionnelles, le genre, c'est objectif. Le monde est genré. Les places sont genrées. Les activités sont genrées de telle façon qu'être un homme, ce n'est pas nécessairement se marier, c'est participer avec les autres hommes au monde des hommes. Être une femme, c'est participer au monde des femmes. Je me réalise en menant des activités d'hommes avec les hommes dans le monde des hommes. Le monde moderne a rendu le genre subjectif, c'est-à-dire il a dégagé une partie d'activités de leur genre en disant c'est des activités individuelles. Puis il a fait du genre quelque chose de subjectif qu'on réalise subjectivement. C'est-à-dire d'abord je me prends comme un individu en général qui se trouve à être de tel genre ou de tel autre, puis qui accepte d'être un homme pour une femme, qui accepte d'être une femme pour un homme. Réalisation subjective du genre. Mais la proposition ultime de transformation du genre prend la forme de défaire le genre aujourd'hui. Voyez-vous, ce n'est pas le jour et la nuit, mais il y a une différence. On a fait, j'ai envie de dire, on a fait famille moderne. Comme on dit, on a fait société. Et c'est une revendication d'un autre ordre. Il n'y a rien de plus fondamental dans la famille moderne que le rapport éducatif à l'enfant. Aujourd'hui, on a de plus en plus un rapport existentiel à l'enfant. C'est-à-dire, on va avoir des enfants pour nous. On veut vivre l'expérience d'avoir un enfant. Et c'est ce rapport existentiel à l'enfant qui produit, par exemple, la sous-fécondité ou qui produit la difficulté qu'on a de se trouver comme éducateur de nos enfants. Donc, voyez-vous, c'est une même logique qui, à un moment donné, révèle ses limites. Plutôt que de la poser sur ce niveau-là, je voudrais la transposer une autre fois sur un autre plan. Je voudrais faire ressortir différemment cette même idée en traitant de la signification profonde de la naissance du suicide des jeunes à notre époque. C'est toujours embêtant de parler de ça, mais vous allez voir, j'en fais pas un grand drame effrayant. J'ai choisi cet exemple car il permet de faire ressortir à quel point la subjectivité doit finir par reconnaître et assumer les limites constitutives de son être, au lieu de se perdre dans l'abîme de la liberté. En un certain sens, la société moderne a comporté depuis ses tout débuts une tendance à faire de la société et du monde une simple opportunity pour l'individu. Comme si la société et le monde étaient là pour lui. Allez, profite-en, fais ce que tu veux, sky is the limit, exploite le monde, détruis la nature. Le monde est là pour toi.
C'est une tendance forte qui est à l'œuvre dans le monde moderne. On peut dire rétrospectivement que la place de la famille moderne dans cette socialité allait dans le sens contraire, puisqu'il s'agissait ici de prendre en charge la continuité du monde, bien sûr sa reproduction, mais surtout par une socialisation qui visait, chose nouvelle, à émanciper les enfants de la famille. Oui, la famille traditionnelle veut s'attacher à ses enfants et s'assurer que ses enfants la poursuivent. La famille moderne n'aurait aucun sens pour les Romains de l'Antiquité. La famille moderne dit aux enfants, on vous élève pour que vous vous en alliez, pour vous émanciper de notre autorité. Et voici où je veux en venir. La disposition d'esprit qui impliquait ce rôle socialisateur amenait les individus à accepter, une fois rendus adultes, de rendre ce qu'ils avaient reçu en fondant à leur tour une famille. Et non pas à se placer sous l'autorité éternelle d'un pater familias. À vrai dire, le devenir adulte était polarisé par l'entrée en famille. Durkheim avait bien identifié, non pas dans ses études de sociologie générale, mais dans ses études sur le suicide, cette tension entre une tendance potentiellement anomique, propre à la société industrielle, et le rôle d'antidote contre l'anomie que jouait la famille et, à vrai dire, dans son esprit, le mariage. Il n'a jamais vraiment compris cette relation. C'est en tentant de comprendre cette relation entre divorce et suicide, relation incontestable, en tout cas pour les hommes, qu'il fut amené à poser comme antinomique l'esprit propre à la société domestique et l'esprit propre à la société industrielle. Il nous est possible aujourd'hui de comprendre cette relation pour des raisons que personne n'a souhaitées. Cela nous est possible parce que la naissance du suicide jeune coïncide dans toutes les sociétés occidentales avec l'effondrement du mariage comme terminus de la jeunesse. À la faveur de cette coïncidence, le devenir adulte est désormais un problème. Et nous savons maintenant que dans la fabrique du monde moderne, le mariage est un rituel de transformation d'adolescent en adulte. C'est-à-dire l'acceptation d'entrer comme adulte dans la société et d'enterrer sa jeunesse par ce biais-là. Je m'en voudrais de vous laisser... Il est toujours embêtant d'avoir recours à de tels effets dramatiques, si j'ose dire, en agitant l'épouvantail du suicide des jeunes. Aussi, permettez-moi de m'assurer que la raison pour laquelle je l'invoque est claire. Nous savons maintenant quelque chose de notre humanité que nous ne savions pas. C'est-à-dire le rôle constitutif pour soi de l'acceptation du devenir adulte qui passait par la famille dans le monde moderne. Puis c'est quelque chose que Durkheim a essayé de comprendre longtemps, cette relation-là entre la sociabilité domestique et la relation entre le divorce et le mariage. Mais voyez-vous, c'est le suicide des jeunes qui éclaire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le rôle constitutif de l'acceptation d'enterrer sa jeunesse que réalisait le mariage comme devenir adulte, passage, rituel du devenir adulte. Je m'en voudrais toutefois de vous laisser là-dessus 5 minutes. Je m'en voudrais toutefois de vous laisser là-dessus. L'attitude générale de Freytag, telle qu'elle apparaît dans ses réflexions, est une attitude face aux problèmes de notre époque. Et cette attitude, on peut la trouver à l'œuvre dans le monde réel. Et je voudrais conclure par une illustration de celle-ci en parlant de l'esprit qui est à l'œuvre dans les familles recomposées. Dans la mesure où la tendance veut que près d'un mariage sur 2 se termine par un divorce, proportion plus importante encore dans les unions civiles ou les unions libres, alors que moins de la moitié des gens se marient. Les familles recomposées font désormais partie de notre paysage social. La volonté de recomposer une famille, au-delà de la relation conjugale qui a présidé à la naissance des enfants, nous amène à partager nos rôles de parents avec d'improbables partenaires. Après la séparation, nous sommes appelés, par exemple, à accepter d'intégrer à notre rôle de père un homme, c'est-à-dire le nouveau conjoint de notre ex-conjointe, que l'histoire nous a peut-être conduit à détester. La réciproque est vraie, bien sûr. Il ne va pas de soi pour une ancienne conjointe d'accepter que la nouvelle joue aussi un rôle de mère auprès de ses enfants. Et pourtant, non seulement le bien-être des enfants l'exige-t-il, mais également la normalisation des rapports entre un ensemble d'adultes qui élèvent les mêmes enfants hors du même contexte conjugal. Mes collègues anthropologues croient simplifier cette tâche en me rappelant que d'autres sociétés ont pratiqué des types différents d'autorité parentale, y incluant une parentalité fictive. Cependant, apprendre dans un livre d'anthropologie qu'en Mélanésie, c'est le frère
de la mère, qui joue un rôle de père, ne facilitera pas ma tâche d'accepter de partager mon rôle avec l'homme qui couche avec mon ancienne femme. Il m'importe surtout de souligner que ce rôle parental n'est ni traditionnel ni moderne. Plus exactement, il y a ici à l'œuvre un deuil de l'instance parentale moderne. Et surtout, un deuil de la subjectivité qui y est associée et la tentative de rebâtir ce rôle au-delà de la subjectivité dont la modernité l'a investi. Il faut s'y contraindre, s'effacer, se piler sous le corps, réprimer son penchant spontané de détester les gens qui ont contribué à défaire son mariage et qui, de toute façon, peuvent se présenter en compétiteurs vis-à-vis de soi aux yeux des enfants. Or, il faut rappeler que l'installation de l'autorité parentale dans le couple conjugal fut tout l'accomplissement de la modernisation de la famille. C'est cela que nous défaisons et tentons de recomposer tout à la fois. Cette recomposition ne nous projette pas dans une situation imaginaire où seraient disponibles tous les sens que l'histoire a effectivement dépassés. Le génie d'une famille recomposée et l'effort qui y est à l'œuvre de devenir la solution du problème où elle a trouvé son origine. La promesse qui s'y fait jour est celle d'une attitude postmoderne, toute pénétrée de la conscience des limites de l'intention individualiste moderne. J'aime à penser, c'est ma conclusion, j'aime à penser que cette attitude postmoderne est porteuse d'avenir, précisément parce qu'elle se constitue comme réponse aux limites de l'individualisme, et j'ose affirmer qu'il n'y a aucun avenir dans la proposition de défaire le genre et d'accoucher du droit à l'enfant. Je vous laisse là-dessus et je vous remercie de votre attention.